je vais simplement introduire, mais vous avez une partie de la présentation de ce qu'il fait François-Michel Lambert, et il sera aussi accompagné par Stéphane Morel, donc, de chez Renault, et donc comment un politique et un constructeur automobile peuvent envisager l'évolution du futur au niveau des modèles économiques. C'est la question que va leur poser Paul, avec un certain nombre aussi de questions un petit peu pertinentes qu'il a préparées de son côté. Donc je vais te laisser te présenter, hein, François-Michel, parce qu'il vient d'un pays minier, mais ce n'est pas du nord de la France, c'est du sud de la France. Et il est aussi, je pense, dans ses responsabilités politiques, confronté à des défis qui sont les mêmes défis que ceux que nous avons connus dans notre région et que certains, dans les pays d'où vous venez, ont pu connaître ou connaissent actuellement. À vous. Merci de votre venue, et encore merci beaucoup à François-Michel Lambert qui a bousculé son emploi du temps. Il devait venir ce matin, il a été fortement convié parce qu'il souffle à l'oreille de notre ministre de l'Environnement les bonnes idées qu'elle pourrait avoir. Donc Madame Ségolène Royal, et ce matin il était essayer de la convaincre d'aller un peu plus loin sur un certain nombre de sujets. C'est ce que tu as essayé de me dire. Bonjour à toutes et tous. Oui. Donc il était prévu ce matin que je puisse être dans vos travaux au sein notamment d'un atelier qui abordait l'analyse de cycle de vie, économie circulaire. Mais en préambule, comme tu me l'as suggéré, une petite présentation rapide. Je commençais un peu à l'oublier, mais n'oublions pas d'où on vient, d'un pays minier, le bassin minier de Provence, Gardanne, qui a connu les mêmes drames sociaux que dans ce territoire. On avait plus de 8000 salariés sur la ville de Gardanne et environ fin des années 80, et le 1er janvier 2003, on avait fermé la mine. Et donc, l'économie linéaire aboutissait à ce qu'elle est, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'activité, et les richesses qu'elle crée tombent, à moins qu'on réussisse à créer autre chose. Donc nous avons la chance, je le dis hein, très, très simplement, Gardanne est située à équidistance entre Marseille et Aix, avec l'étang de Berre, la plus grande zone industrielle-portuaire d'Europe. Donc la casse sociale a été relativement limitée, et malheureusement aussi ça a peut-être un peu masqué le fait que ce modèle, cette économie linéaire peut être créatrice ponctuellement, sur une durée qui peut être un siècle de valeur, mais qu'elle ne l'est pas durablement. Et donc la capacité à se remettre en cause, etc., n'émergeait pas. Donc quand j'ai eu la chance d'être élu député, j'ai eu la volonté de muter mon territoire qui pense encore trop à un modèle d'économie linéaire, le port de Marseille, le plus grand port français en tonnage, qui irrigue sa richesse, les industries qui sont là depuis 40-50 ans, un territoire qui dispose de quelques atouts de sa place, etc., etc. Donc une incapacité à anticiper pour qu'on ne revive pas un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième drame social, parce que le modèle s'effondre. Donc de là est venue la dynamique sur l'économie circulaire, et qui a abouti, et je vais faire vite parce que je ne suis pas là pour ça, mais quand même, à la création de l'Institut de l'économie circulaire que j'ai cofondé. Je voudrais juste dire un tout petit élément, mais pour éclairer, hein, c'est comme ça que nous devons avancer. Pour fonder cet institut, moi je suis député du groupe écologiste, j'en ai parlé à personne, mais personne dans le groupe, et même au-delà, et je suis allé voir des politiques d'autres groupes, socialistes, centristes, de droite, et à 4-5, on s'est mis d'accord, on a dit nous allons créer une dynamique autour d'un objet, l'Institut de l'économie circulaire. Et c'est seulement à ce moment-là que nous avons pu convaincre des entreprises, des ONG, des éco-organismes, des collectivités, des écoles de management à venir, début 2013, fonder l'Institut de l'économie circulaire. Donc si on ne s'est pas dépassé nos cadres
habituels, que ce soit politique, que ce soit en entreprise, que ce soit notre vision de l'autre, que ce soit des métiers, je pense qu'on ne peut pas créer les dynamiques favorables, et encore moins celles qui doivent être créées pour ce qui est de l'économie circulaire. Parce que, vous le savez très bien, l'analyse de cycle de vie vous fait passer d'un monde à un autre lorsque vous suivez la vie de l'objet que vous avez décidé d'analyser. Vous passez d'une grosse entreprise à une entreprise peut-être plus modeste ou une structure d'ONG, une structure de collectivité. Vous passez d'un ingénieur à peut-être un médiateur de terrain, puis après à un autre type de fonction, d'acteur. Et justement, nous devons apprendre à reparler ensemble, même si nous ne parlons pas la même langue, même si nous n'avons pas forcément la même sensibilité. Nous devons au moins nous retrouver autour de ça. C'est un peu l'image de ce que l'Institut, comment nous l'avons créé, avec Chantal Joanneau, Dominique Potier, Christophe Bouillon et Jean-Luc Benamias. Comme ça, vous avez la couleur des 5 parlementaires. C'est cet esprit que nous devons absolument garder, voire renforcer. Maintenant, pour revenir très rapidement, je ne sais pas, vous me donnez combien de minutes, cher ami? Parce que ce matin, j'étais frustré, hein, j'avais droit à 5 minutes, et je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire à Madame la Ministre, donc je vais continuer avec vous. Donc, bon, la dynamique de l'économie circulaire, c'est inscrite. Alors l'économie circulaire, un jour, quelqu'un dans une conférence a demandé un mot, pas deux, un seul mot. Donc déjà, quand vous avez économie circulaire, vous ne pouvez plus choisir quand on vous demande d'en trouver qu'un seul pour définir l'économie circulaire. Et donc est venu le mot ressources. Et moi, j'invite tout le monde à prendre ce mot. Le mot ressources nous oblige à tout repenser. Ressources, le déchet n'est plus un déchet, il est une ressource. Ressources, c'est arrive derrière quelque chose de positif. Je vais l'utiliser pour l'optimum de ce qu'il peut me donner. Je vais le faire durer, conserver cette ressource, la transmettre. Voilà, c'est ça l'économie circulaire. C'est nous remettons notre pensée, notre modèle, notre approche autour de la question de la ressource. Et la ressource, elle peut être physique comme des matières premières renouvelables ou non renouvelables, mais ça peut être l'énergie, quelque part c'est aussi physique, et c'est aussi le foncier dans des territoires comme j'imagine ces territoires ici autour de Lille ou chez nous à Aix-Marseille. 1 mètre carré, c'est une ressource rare. Donc, si on se repense autour de la ressource, mais est-ce que je fais bien de construire un parking ou est-ce que je ne ferais pas mieux d'y mettre autre chose? On commence à être dans cette idée de j'optimise la ressource qui m'est mise à disposition pour qu'elle rende le maximum de services à la collectivité. Donc, à partir de là, l'ADEME, d'autres, nous le partageons au sein de l'Institut, c'est si je dois me concentrer autour de la ressource, je dois éco-concevoir, je dois être en capacité de faire durer l'objet, le produit, donc réparer, réutiliser, réemployer. Je dois être dans des logiques de partage, donc ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale, où les flux sortants d'une entreprise doivent être les flux entrants d'une autre. Donc on commence à voir qu'il y a de nouvelles approches. C'est peut-être des ruptures aussi. Est-ce qu'on doit être propriétaire de la ressource ou est-ce qu'on veut le service que la ressource nous apporte? Dit autrement, l'économie de la fonctionnalité. Ne plus acheter tout, mais acheter le service. Donc c'est connu sur les photocopieurs, c'est connu sur les Vélib, les Autolib et leur déclinaison régionale, c'est-à-dire on achète le service. Mais beaucoup d'entreprises avancent, celles qui vendent de la ressource sont en train de se dire mais pourquoi je vends une ressource, d'autant plus que cette ressource c'est de la matière en tension, des métaux rares, des terres rares. Les gens ils ne veulent pas acheter de l'antimoine ou du zinc ou ces métaux qui vont disparaître d'ici 15 ans. Ce qu'ils veulent, c'est le service qu'apporte
dans mon ampoule, dans ma batterie, dans mon objet, cet antimoine et ce zinc. Et donc pourquoi je vais leur vendre de l'antimoine et du zinc qui va d'ailleurs me manquer dans 10 ans? Je vais leur vendre le service et je garde la matière. Donc on voit ainsi Philips Philips ici, vous vendrez la lumière mais conserverez les ampoules. Ils auraient des ampoules qui consommeraient beaucoup moins d'énergie parce qu'on leur dirait vous payez l'électricité nécessaire à la lumière. Des ampoules qu'ils sont incapables de vendre parce qu'elles doivent valoir 50 ou 100 euros l'unité car elles sont extrêmement performantes, donc ils les entretiennent et à la fin ils récupèrent les ampoules quand elles sont mortes et ils régénèrent, ils récupèrent donc quoi? La ressource. Ils récupèrent les terres rares, les métaux rares. Donc, et ils récupèrent 100%. Après, je pourrais vous expliquer à quelle vitesse ils vont prendre toute une place et se démarquer, créer beaucoup, beaucoup de valeur. D'ailleurs, dans une analyse de cycle de vie, hein, à la fin, on se rend bien compte que ce n'est pas venu tout seul, c'est qu'ils se sont dit, si je fais la CV, où va ma ressource? 50% des ampoules aujourd'hui sont récupérées, donc il y en a 50% qui sont perdus. On a déjà perdu collectivement 50% de la matière. Et dans ces récupérés, ce n'est pas moi, Philips, qui les récupère, c'est des organismes de recyclage qui après me le revendent. Et chaque année, ils me mettent plus 10 ou plus 20% sur le prix de la matière. Donc dans une analyse de cycle de vie business, ils se sont dit, je ne vais pas laisser filer cette valeur. C'est valable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres acteurs qui sont en train d'aborder ce sujet. Donc l'économie circulaire, j'ai fait un panorama assez rapide. Il y a aussi, on l'oublie et je le redis, ce qu'on appelle l'éducation populaire, ou la capacité à sortir de 50 ans de consommation, d'hyperconsommation, où il faut avoir la voiture, il faut avoir le service à fondu, donc chacun, ou comment ça s'appelle, la raclette, chacun sait que chaque fois qu'il ouvre son placard, il bute sur le service à fondu. La dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était il y a 3 ans, et on n'est pas sûr de l'utiliser avant 3 ans, mais il est là chez soi. Donc sortir de cette hyperconsommation et aller vers d'autres consommations. S'il y a une hyperconsommation qu'on ne devons avoir, c'est celle du service, ce que ça rend pour nous, pour le collectif, pas de l'objet. C'est ça qui est nécessaire. Très rapidement, l'Institut a donc eu comme 2 objets, 200 membres multi-acteurs, comme je l'ai expliqué. À peu près, on est toujours en croissance. On a 2 axes. Un de lobbying auprès des pouvoirs publics, des décideurs de grandes entreprises, de les accompagner, des collectivités, pour intégrer l'économie circulaire comme étant une stratégie. Si elle n'est pas en haut et si elle ne diffuse pas dans tout le spectre du champ de la collectivité, de l'entreprise, nous aurons des réponses ponctuelles. Nous n'irons pas jusqu'à permettre ces approches ou de rupture et ces dynamiques. Dynamique que j'en profite au passage, l'économie circulaire, c'est une dynamique d'amélioration continue. Il n'y a pas un matin, nous avons réussi une réflexion aboutie sur la ressource, sur l'économie circulaire, et c'est fini pour des siècles et des siècles. Chaque matin, on peut continuer à se dire mais comment j'améliore la performance et l'utilisation de la ressource, un peu comme quelques matières agricoles dans un désert. Eh bien, toute la vie se met autour et l'utilise à son optimum et chaque matin essaye d'en faire un petit peu plus. C'est un peu la même approche que nous devons avoir. Donc, et l'autre axe de travail de l'Institut de l'économie circulaire, c'est des workshops, des ateliers où nous commençons à produire tout à la fois des analyses de la situation et commencer à donner des éléments pour muter soit pour les collectivités, pour les entreprises, ou des axes de réflexion politique pour que les choses changent. Alors politiquement, comment les choses changent? 18 mois, on est relativement satisfait, puisqu'on allait beaucoup plus vite que ce que nous nous étions donné il y a 18 mois. La loi transition énergétique intègre un volet économie circulaire. Ça a été un continuum des 3 ministres de l'Environnement que nous avons eu en France, Delphine Batho, qui l'avait annoncé en avril 2013, Philippe Martin, qui l'a renforcé
à l'automne 2013, avec notamment une conférence dédiée à l'économie circulaire, et Ségolène Royal qui en a fait un des axes de la loi transition énergétique, avec un volet dédié où nous avons posé une définition de l'économie circulaire qui reprend un peu ce que je vous ai exprimé, mieux même, et des objectifs. Les objectifs sont plutôt orientés déchets. Et c'est là où je continue à discuter avec Madame la Ministre et ses services, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un aboutissement dans la loi française d'avoir un volet économie circulaire tel qu'il est, parce qu'il parle essentiellement de déchets et qu'il ne parle pas encore de ressources. Donc c'est un très bon point d'entrée. Ça met la question de l'économie circulaire en exergue et donc peut être saisi par d'autres. Il y a quelques éléments plutôt positifs. On parle un tout petit peu de réparation, d'allongement d'usage, de durée d'usage, etc., etc. Il y a un élément qui est peu repris par les médias. Nous avons introduit dans cette loi l'importance d'un indicateur de productivité sur les ressources, sur les matières. C'est-à-dire que la France doit se doter d'un indicateur, on n'a pas donné lequel, mais un indicateur qui démontrera qu'on découple la croissance du PIB, donc la croissance des services et du bien-être pour les citoyens, de la consommation de matière. Parce que jusqu'à il y a peu, jusqu'à la crise de 2008, depuis c'est un peu chaotique, mais jusqu'à la crise de 2008, le modèle était pour un point de PIB, il fallait multiplier par 2, il fallait 2 points de consommation matière pour répondre à une croissance d'1 point. Donc on voit que c'est insoutenable et qu'à un moment donné, déjà la planète ne pourra pas y répondre, mais même l'économie française se heurtera à des réalités économiques mondiales, c'est-à-dire l'accessibilité aux matières. Donc la France aura un indicateur qui définira, il y a différents types d'indicateurs, ça peut être consommation matière divisée par PIB, comme ça vous avez un peu l'idée, qui définira ce découplage entre consommation matière et croissance. Donc voilà rapidement où nous en sommes, tout à la fois à la présentation. Beaucoup de collectivités, d'entreprises, et non des moindres. Nous avons EDF, Veolia, Coca-Cola, les cimentiers, nous avons des fédérations comme Fédérec, des éco-organismes, beaucoup d'acteurs dans l'Institut qui font de l'économie circulaire déjà une stratégie ou probablement prochainement une stratégie clairement affirmée. Nous avons des collectivités qui vont au-delà de la loi, qui veulent vraiment muter. Très symboliquement, ce n'est pas la plus avancée, mais c'est toujours, ça frustrera les autres, mais très symboliquement, la ville de Paris a une adjointe à l'économie circulaire, la ville de Bordeaux aussi d'ailleurs, mais la ville de Paris a décidé d'être la capitale mondiale de l'économie circulaire en 2020, avec toute une stratégie pour l'atteindre. Des débats publics au printemps 2015, des états généraux et une feuille de route à l'automne en septembre 2015, et après on fonce pour que ce soit la référence mondiale de la mutation en termes d'approche sur cette question des ressources. Donc on voit bien que ça ne s'arrêtera pas aux déchets, ça sera vraiment repenser la relation aux ressources de la ville de Paris. Donc nous et j'en conclurai là, ce matin, ce que j'ai exprimé à Madame la Ministre dans un débat qui portait sur le budget de l'écologie, où j'étais rapporteur sur quelques chapitres, j'ai aussi interpellé sur ce qui nous semble indispensable, c'est qu'il doit y avoir, comme ça existe dans d'autres pays, une loi économie circulaire. Moi, je préfère même l'appeler une loi transition ressources. Transition ressources, c'est-à-dire, on a eu la transition énergétique, ça veut dire on passe d'un monde où l'énergie était accessible, peu chère et qu'on gaspillait, à un monde où l'énergie sera plus difficile en termes d'accès, sera plus chère et il ne faudra pas la gaspiller. Eh bien, nous devons passer d'un monde où les ressources sont peu chères encore, sont encore accessibles, sont très gaspillées, à un monde où les ressources seront de fait coûteuses, seront pour certaines quasiment plus accessibles et ne plus le gaspiller. Et pour ceci, il faut faire bouger toute la société. Dans la loi de transition énergétique, vous regarderez,
il n'y a pas que je fais de l'énergie renouvelable ou je bloque le nucléaire. Il y a d'autres éléments qui mobilisent les ressources. La question de la fiscalité est centrale. Nous avons une fiscalité qui favorise le gaspillage plutôt que favoriser la préservation de la ressource, la transmission de la ressource. À chaque fois, quand je dis ressources, il faut comprendre l'objet, le produit, etc. Nous avons des objectifs, des territoires qui ne sont pas réellement encore mobilisés là-dessus. Donc une loi qui donnerait des objectifs plus précis, qui poserait le canevas d'une mutation de notre fiscalité, qui favoriserait la préservation de la ressource, la transmission, le partage, la réparation, tous ces mots positifs, plutôt que le gaspillage et la destruction de la ressource, est indispensable. Après, je ne sais pas si Madame la Ministre ne partage pas mon avis ou si Madame la Ministre n'a pas la capacité politique à l'annoncer, parce que souvent c'est ça. En tout cas, ce matin, elle a dit ce n'était pas d'actualité. Donc on va continuer à y travailler. Voilà, merci bien. Thank you very much. Thank you very much, Monsieur Lambert. I was going to ask you in your presentation to address the point that Professor Sonneman made in his presentation about the perceived governance and institutions gap, but I think you've indicated very clearly that in the French context at least there is a great deal of leadership going on at the governmental level and at the institutional level, and perhaps if we have time we'll talk about how we do that at the international level. So let's turn to a French company here that is, if I can use the word, driving this debate, both a French company working international. Stéphane Morel, you've been driving life cycle thinking, eco-innovation in Renault for many years, and you're leading a team now on this. Can you give us your perception of how we actually take life cycle management and use it to catalyze and drive an industrial revolution? Building on what Monsieur Lambert has just said. Yes, I will try to give you this point of view from the industry to... je peux parler français en fait. Donc oui, bien sûr, je vais essayer de vous transmettre un peu d'expérience de l'industrie, en particulier de Renault. Alors, quand on disait économie circulaire, effectivement, ressources, c'est un mot-clé et fondateur du sujet. Un autre mot-clé qui, moi, viendrait à l'esprit serait aussi celui de collectif et d'action collective. C'est-à-dire que l'économie circulaire, finalement, nous emmène au-delà des frontières habituelles de l'entreprise. Et vraiment, l'environnement chez Renault s'est construit ainsi, et j'ai eu cette chance de participer à ça, de voir petit à petit, dans l'entreprise, au niveau des sites industriels, de la logistique, du produit, du recyclage des produits, des matières, voir tout ça émerger petit à petit, et à la fin se dire, on couvre l'ensemble du cycle de vie de la voiture. Et donc, il faut maintenant réfléchir global. Et ça fait déjà quelques années, Renault s'est posé cette question-là en 2004. Et c'est là que l'entreprise a commencé à prendre cette dimension du cycle de vie de l'entreprise. Donc s'en sont suivis des événements et des engagements, surtout de l'entreprise, qui sont importants. D'abord un engagement de progrès, non pas juste sur la consommation, on fait beaucoup de progrès, mais sur l'ensemble du cycle de vie des voitures. Puis un engagement du groupe, au niveau de son empreinte carbone, et c'est la réduction de son empreinte carbone. Et là, on est content d'avoir achevé 10% de réduction sur les 3 dernières années, ce qui était un vrai challenge. Ça ne paraît pas beaucoup, 10% comme ça, on se dit c'est pas grand-chose. Mais en réalité, si, c'est un vrai challenge, je vous assure. Et pourquoi justement c'est un challenge? Parce qu'il faut jouer collectif, parce qu'il faut jouer ensemble, tous les acteurs de l'entreprise alignés derrière un même objectif. Et c'est un petit peu ce que j'entends dans ton discours, François-Michel, c'est que l'économie circulaire maintenant doit vraiment décoller. Et elle décollera quand on sera effectivement collectif et qu'on saura le faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de le dire, d'être collectif. L'action collective, elle n'est pas intuitive, elle n'est pas spontanée. Il faut l'organiser, l'animer, la faire vivre. Et donc là, on rentre dans de nouvelles questions. C'est-à-dire que quand on parle d'économie circulaire, économie de fonctionnalité, on parle d'intégrer les clients, d'intégrer toute la chaîne fournisseur, de reboucler avec des parties prenantes qu'on ne consultait pas avant. Donc il faut amener tous ces gens-là à travailler ensemble. Et là, on s'aperçoit qu'il y a différentes questions de culture. Entre un client, une ONG, un industriel, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes cultures. Et puis au niveau mondial, on peut définir, il y a eu des études scientifiques aussi, de Hofstede et autres, qui montrent comment chaque pays a son propre fonds culturel à gérer. Donc c'est vraiment une révolution pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est habitué à faire grandir l'environnement dans l'entreprise, on le faisait très bien.
Et aujourd'hui, c'est un nouveau cap où on doit aller faire grandir l'environnement en dehors de l'entreprise. Quel rôle maintenant pour Renault dans tout ça? On a parlé beaucoup des territoires, donc quel est le rôle de l'industrie? Je dirais qu'il est double pour essayer d'aller vers une transition. Un premier rôle qui est justement sur les acteurs, donc à nous aussi de former les gens, de les éduquer, de contribuer aux instituts pour faire partager notre savoir et notre expérience. Et ça, Renault le fait au travers d'une fondation Renault d'entreprise où on a des étudiants internationaux, une quarantaine, cinquantaine, qui viennent chaque année être formés en France. Oui, par Anaïm, qui est un parfait exemple de ce parcours. Et donc, on enseigne l'environnement, la gestion de l'environnement à tous ces étudiants-là. Un autre axe, c'est notre travail avec la fondation Ellen MacArthur, qui est une petite femme d'un dynamisme étonnant et époustouflant, qui en quelques années a réussi à faire émerger de nouvelles prises de conscience, de nouvelles formations, des nouveaux bouquins de formation. Enfin, c'est extraordinaire. Donc on la soutient de tout notre cœur, et puis de notre temps aussi. Et enfin, ça c'est les parties prenantes, enfin la société au sens large. Bien évidemment, il faut qu'on travaille avec notre chaîne fournisseur et faire évoluer cette chaîne fournisseur. Et là, ça va plutôt être autour de projets de recherche, de projets collaboratifs, de co-innovation. Et aujourd'hui, assez systématiquement, on commence par faire un peu un bilan environnemental, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on sait faire, pas faire, pour se remettre à niveau, partager et faire monter en compétence la chaîne fournisseur. Donc ça, c'est vraiment un devoir de partage qui fait monter les gens en compétences et qui permet après d'aller plus loin. Et alors, il y a eu beaucoup de présentations durant cette conférence, toutes très intéressantes. Une chose que je retiendrai, c'est qu'on voit émerger cette notion d'entreprise, territoire, qui commence aujourd'hui à arriver sur les mêmes terrains de dialogue, alors qu'avant on était très différents. Alors avec l'ACV, on voit qu'on arrive à unifier certains aspects. Donc ça doit pouvoir aider, et j'espère bien que ça le fera. Mais parmi toutes les présentations, moi, il y en a une que j'ai bien aimée, c'était justement ce matin, sur la session économie circulaire, la présentation de Happy Chic. Et là, elle nous a bien expliqué ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye, on rate, mais on a appris un petit peu. On réessaye, on progresse, mais c'est toujours pas parfait. Et on va réessayer, et petit à petit, voilà, on accumule de l'expérience, du savoir. Et aujourd'hui, c'est justement, je pense qu'on est à un tournant. Un certain nombre de grands groupes de participants à l'Institut ont acquis ce savoir-là. Et il faut arriver à le regrouper et à le transmettre pour que les autres puissent en profiter et avancer plus vite que nous on l'a fait. Parce que mine de rien, ça prend plusieurs années, voire décennies pour progresser sur ces sujets-là. Et donc on a ce rôle de transfert de savoir. Donc typiquement chez Renault, c'est refaire des moteurs avec d'anciens moteurs. On le fait aujourd'hui couramment, on le fait ça très bien. C'est aussi ce qu'on appelle des boucles. Alors l'économie circulaire, donc il y a circularité, ça tourne. Maintenant, il y a aussi économie. Il faut que ce soit rentable, c'est très important pour que ça se développe rapidement. Et plus les boucles sont ce qu'on appelle courtes, donc un retour dans le monde du commerce, d'un ensemble, d'une pièce, d'un objet, plus le retour est rapide et plus il est économiquement viable. Donc il faut travailler toutes ces boucles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne plus penser aux boucles de recyclage des produits. Il faut bien évidemment penser à toutes les boucles et toutes les développer. Et donc il y a différents niveaux de développement. Alors tout ça, au final, quand on cumule un apprentissage par des compétences, un apprentissage par l'essai-erreur, l'espoir que nous avons aujourd'hui, c'est que grâce à cela, petit à petit, en accumulant les succès, qu'on commence à se dire justement, dans le sens de François Michel, que le modèle dominant, lequel c'est? Est-ce le domaine linéaire ou est-ce le domaine de la circularité? Et c'est là où on obtiendra finalement la transition. Et là, je crois très fortement à la création de valeur, même si ce n'est pas un terme que j'utiliserais, je parlerais plutôt de création de bénéfices à cause justement de l'interprétation valeur qui est culturelle et liée à son histoire, sa société. Donc plutôt de création de bénéfices. Et là, la grande question de l'économie circulaire, c'est qui partage les fardeaux et qui partage les bénéfices. C'est qu'on ne pourra pas avoir un acteur qui prend tous les fardeaux et un acteur qui prend tous les bénéfices. Donc il y a une grosse question à gérer, ce collectif, les bénéfices créés, les bénéfices qui doivent être perçus et qui sont souvent immatériels, parfois non financiers. Donc il y a un vrai challenge à modéliser ça, à les comprendre, à les faire connaître et à les valoriser. On peut tirer de grands bénéfices, ne serait-ce que d'avoir une vision d'anticipation qui permettra d'avoir plus de flexibilité, de réactivité,
d'avoir des partages de ressources. Finalement, pourquoi est-ce qu'une personne de Renault ne pourrait pas aussi travailler dans l'académique ou des académiques chez Renault et échanger des ressources temporairement pour progresser plus rapidement sur de nombreux sujets. Donc voilà, quand tous ces bénéfices seront perçus, quand on aura un savoir, on basculera cette fois dans une vraie transition autour des ressources, des matières, de la préservation, pour avoir non pas supprimé la mobilité, mais donc une nouvelle mobilité qui sera d'une autre façon et qui permettra à bientôt 9 milliards d'habitants sur Terre de pouvoir se déplacer selon leurs besoins. Thank you very much. Before turning to the audience for some questions and some comments, could I ask you both one question and put a proposition to you? It seems to me, and I don't know the French political scene as well as I used to, but it seems to me that there's a lot going on here, a lot of dynamism, a lot of drive and so forth. But if you compare the level of vision and leadership to the level and vision that we had, say, from the Schumanns and the Monets, who looked at the rubble of Second World War Europe and said, we must have a different way and this is the direction. At the moment, we're at a point of history where we're facing potential rubble, and I'm not quite sure that I'm seeing at a European level, at least, and possibly here in France as well, statesmen standing up and arguing for an new industrial revolution to that same level. Now, I know possibly that this is done privately over a wine. We all do this. I'm a green and an industrialist as well. So is there a missing leadership vision model? Is there a need to ramp this up and not just do what could be interpreted as tricked business as usual with two carburetors? Monsieur Lambier. Votre question est difficile pour adresser à un politique, de parler de Schuman et tous ces pères fondateurs de l'Europe. Je comprends bien le message que vous voulez faire passer. Oui, je crois que la meilleure des choses, ce qu'un peu j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ce soit une stratégie, que ce soit dans une entreprise ou à la tête d'une collectivité, d'un pays, de l'Europe ou mondiale, que ce soit inscrit comme stratégique. C'est-à-dire que ensuite, ça innerve tous les acteurs dans l'entreprise, si c'est une entreprise, ou du territoire, de la nation, de l'Europe. Ceci étant, avant qu'il y ait une personne qui puisse porter ceci, je crois surtout qu'il y a énormément d'acteurs qui, chacun dans son territoire, se pose la question de mais le modèle dans lequel nous sommes ne me permettra pas de croire en l'avenir. Et donc qui le fait muter dans une entreprise, la ville de Paris, est-ce que c'est vraiment porté ou pas? Je crois que la ville de Paris souhaite vraiment changer le modèle pour être dans une autre espoir d'avenir. Mais ça va, je réfléchis aussi à haute voix, pardon de chercher mes mots, mais quelque part vous avez raison, parce que en même temps, ça donne de la respiration, on a l'impression de s'ouvrir, que l'avenir d'un seul coup est beaucoup moins sombre, beaucoup moins oppressant, pesant, si on se dit, et si je décale, et si j'ai une autre proposition d'approche en termes de développement, c'est-à-dire continuer à créer de la richesse, qu'elle soit monétaire ou que ce soit de la richesse en termes de liens sociaux, d'acceptation de l'autre, de vivre ensemble. Et c'est ça que l'on peut aussi noter. Souvent, je dis, quand l'économie circulaire, c'est la ressource, et il faut, sur la ressource, il faut la partager, il faut la préserver, il faut collaborer, il faut transmettre. Ce sont des verbes qui obligent à aller vers l'autre. Donc, quand vous vous mettez autour de la ressource, et tu l'as très bien dit, nous devons, et surtout ceux qui sont plus forts que les autres,
doivent faire encore plus pour aller vers les autres et les inclure dans le travail, dans cette création de richesse. Et on l'a dit tout à l'heure, on pourra en reparler. C'est l'un des grands enjeux, c'est sur l'analyse du cycle de vie. Chacun a son, dans une réflexion d'analyse du cycle de vie, dans une réflexion de chaîne physique, il y a une chaîne de valeur et il faut faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà un peu à votre question. Je conclurai juste sur un point, c'est planétaire. C'est-à-dire que la Chine, les États-Unis, le Japon, à part peut-être l'Australie, j'ai rien contre l'Australie, qui, quelques millions d'habitants, mais avec un tel stock de matières premières derrière, n'a pas encore bien intégré cette réflexion. Mais le Japon, ça fait 10 ans, il suffit de regarder les éléments géopolitiques. La Chine, il suffit de comprendre, etc., etc., sont en train de muter. Donc il n'y aura pas de femmes ou d'hommes providentiels, il y a une mutation due à la réalité de ce qu'est la planète et de la nécessité de partager et préserver les ressources. Thank you very much. And let me just say I fully agree with you of the concept of distributed leadership. Certainly in the age of social media and so forth, there is now the potential for everyone to play the role of the future Monet and Schumann for their particular issue, for their particular sector. So, and I think that that's beginning to happen. And I didn't mean to imply that governments alone have to leave. I mean, turning to business, I mean, do you see the responsibility? We see CEOs around the world are making major commitments. Do they need to step up even further? Yeah, I would love it, clearly. Effectivement, on pourrait avoir une approche qu'on pourrait dire contrainte, c'est-à-dire que ça y est, on peut plus, on n'a plus de ressources. Et elle est matérielle, donc du coup on la sent mieux que celle du carbone déjà, qui est très dispersif. Et effectivement, enfin, on se dit que ce soit les grands groupes ou au niveau politique, quand on a voulu aller sur la Lune, on est allé sur la Lune. Quand on a voulu envahir l'Europe, malheureusement on a envahi l'Europe, et quand on a voulu faire la bombe nucléaire, on a fait la bombe nucléaire. Donc on est capable, enfin humankind est capable de mobiliser des compétences, des savoirs, de l'énergie, de l'argent pour faire des grandes choses. Et dans la littérature, on voit qu'il faudrait une fraction de ce qu'on a mobilisé pour aller sur la Lune pour conduire cette transition sur les ressources et sur l'énergie. Et les grands engagements des patrons, bien évidemment, ils sont là, ils sont importants. On commence à en avoir quelques-uns, on voit sur la question du carbone. Donc demain, pourquoi pas, sur la question des ressources également. Et il faudra que cet engagement soit aussi accompagné. Il y en a toujours un triptyque entre les grandes stratégies politiques, les grandes stratégies industrielles, et aussi ne pas oublier le consommateur final qui est au bout de la chaîne. Si on fait des produits qui ne sont pas adaptés à ses besoins, on n'aura pas gagné. On peut faire la voiture parfaite qui laisse aucune trace sur l'environnement. Si elle ressort très très moche et très très chère, elle n'aura aucun impact. Donc il faut toujours regarder ce triptyque, industriel, gouvernement et consommateur, et quand les trois se rencontrent, alors oui, on peut avancer beaucoup plus rapidement. Oui, merci. Ce qui me semble le plus difficile, c'est qu'on est dans une transition. Certains, on parle de la troisième révolution industrielle, vous êtes bien placé ici, en Nord-Pas-de-Calais. Mais bon, ce n'est pas le sujet tout à fait de la troisième révolution industrielle, c'est le sujet de... Il y aura, aux yeux des historiens du XXIe siècle, ils pourront dire il s'est passé dans la période d'une 30-50 ans une mutation. Et donc ça veut dire qu'on rentre dans une économie destructrice, créatrice, Schumpeter. Et c'est extrêmement angoissant sur l'instant. Et c'est tout ce que nous devons réussir à construire, c'est-à-dire il va y avoir des pertes d'emplois massives, la création sera moins visible, il va y avoir des pertes de repères, les nouveaux repères ne seront pas encore intégrés, les consommateurs, mais le citoyen de façon plus générale, on lui a inculqué 30-50 ans d'un format en lui disant
il n'y a que cette voie et qu'on est en train d'indiquer une autre où ces repères sont un peu perdus, ne sont pas visibles. Voilà. Moi, j'ai juste une image. Michelin a muté ses pneus poids lourds en économie de la fonctionnalité. Ils ont passé des pneus qui faisaient 300 000 km à des pneus qui font 1 million de kilomètres, et ils ne vendent pas les pneus, ils vendent le kilomètre utilisé par le poids lourd ou par la remorque, par une traçabilité. Donc, à moins qu'on multiplie par 3 le nombre de kilomètres qu'on fait, ça fait 3 fois moins de pneus à fabriquer. Et donc, c'est une usine, je crois, 700 salariés qui fabrique des pneus qui a fermé. Et donc, le drame est terrible pour les 700 salariés. Pour la collectivité, il est positif, mais il y a 700 personnes, en plus dans un territoire qui n'a pas forcément des capacités de rebond. Donc, nous devons, et c'est un peu aussi pour ça que je préconise une loi transition ressources, qui n'arrivera pas demain matin, qui mettra 2, 3, 4 ans à être prête, mais qui préparera justement tous ces enjeux que nous avons face à nous pour muter, rassurer, renforcer l'adhésion collective. Merci beaucoup. We have time for 2 or 3 comments or questions. Who would like to take advantage of this final session on the Industrial Revolution and how we get there? What are the enabling conditions? What vision is necessary? How do we need to catalyze it better? Any views that you'd like to share with us or put a question to our distinguished panel? Thank you. It was very interesting, inspiring two speeches here. With regard to this reference that was made to the International Resource Panel, its chair, Ansori von Weizsäcker, is in principle mainly promoting the approach to change. What you said, the important part is the, je peux parler aussi français, que ça plus peut-être facile, de mettre les impôts de côté de l'emploi vers les ressources. Que ça sera vraiment un changement et toutes les dynamiques d'innovation vont avec. Et alors, comment vous êtes dans cette discussion sur ces aspects au niveau de discussion politique en France? Parce que ça, c'est en fait une manière d'arriver à une augmentation de l'efficacité d'utilisation des ressources. Je le saurai, comme nous tous, dans 3 heures. Le président de la République va s'exprimer, il va parler d'une nouvelle fiscalité. Je ne sais pas s'il va inclure celle-ci. On fera le point demain matin. Ceci étant, oui, il n'y a pas d'alternative à transférer la fiscalité qui pèse sur l'emploi. La ressource la plus abondante, c'est l'emploi. Et c'est celle qui a subi le plus de fiscalité, alors que des ressources qui vont disparaître d'ici 5 ou 10 ans n'ont quasiment aucune fiscalité et charge sociale. De la même façon, si on regarde la TVA, une autre fiscalité, elle est incapable de favoriser de bonnes dynamiques. Un moteur qui a payé une TVA maximale 9, lorsqu'il est régénéré et qu'il revient, il repaye le maximum de TVA. Une bouteille avec 0% ou 100% de matière recyclée paye le même niveau de TVA, l'objet, etc. Nous n'avons pas aujourd'hui ces éléments. Ça a été dit tout à l'heure, il y a aussi l'expérimentation, il y a le statut du déchet, mais tout ça, après on peut comprendre comment on en est arrivé là. Je n'ai pas trop de temps, mais c'est normal que dans nos pays occidentaux, on ait préservé santé et environnement en interdisant, à une époque où on ne maîtrisait pas l'information, donc il valait mieux interdire que prendre de risques sur un produit qui était considéré comme un déchet, et lui dire c'est interdit à ce qu'il revienne dans la boucle. Et donc ça a créé des filières très économie linéaire. Aujourd'hui, on maîtrise beaucoup mieux, par exemple, un plastique, c'était interdit il y a encore peu de réutiliser du plastique de bouteilles pour refaire des bouteilles. Ce sont des éléments comme ça où on ne doit pas croire qu'on est dans un monde figé, et au contraire, nous avons eu une période par rapport à des conditions, nous rentrons dans d'autres conditions, nous devons changer. Et l'expérimentation, j'y reviens et j'insiste, est quelque chose que nous devons retrouver. Alors, je ne connais pas comment c'est dans les autres pays. En France, c'est extrêmement difficile, l'expérimentation.
alors que c'est peut-être ce qui nous apprend individuellement et collectivement le plus, c'est bien l'expérimentation. Tu donnais l'exemple d'aller sur la Lune. Je ne crois pas qu'on y allait du premier coup. On a eu beaucoup d'échecs, de fusées qui ont explosé, même de drames humains, mais à chaque fois, ça a permis de reconstruire et de monter d'un cran et de garantir que 100% des astronautes qui ont mis le pied sur la Lune sont revenus sains et saufs. So perhaps if I could just follow that up with a question to both of you. To get that thinking of the shift of the tax base to raw materials and away from labour, how do we do that at a global level? I mean, imagine that we do it here in France, and I think there's a lot of discussion about that. Who would actually lead that discussion? Because we need to do this at a global level if we're actually to make the change. Otherwise, we will not have the level playing field, and we'll have the same problem we have with climate, with people saying, I'm not doing anything till the Chinese do something. I think the Chinese who've declared an ecological civilization, the Chinese who've declared war on pollution and who are doing quite a lot, often in the wrong direction, there's a shared recognition of the urgency now. But how do you think, and who do you think, should raise this to the international level? Should we be doing this at the International Monetary Fund, the World Bank? I mean, where do we take this conversation and put it on the top of the agenda? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut attendre d'un point de vue mondial, mais je vais d'abord répondre à votre question. Bon, on a des négociations climat qui sont les meilleurs rendez-vous et on peut y introduire des éléments. Elles sont très difficiles, mais moi je pense que ça passe par là et par une acceptation collective. Maintenant, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un élément que nous devons intégrer, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui c'est possible de penser un modèle d'économie circulaire, un modèle centré sur les ressources. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau de capacité de traitement, de captation de l'information et de traitement de l'information extraordinaire. Et comme la fameuse loi de Moore, qu'elle soit vraie ou pas, tous les 18 mois, on multiplie par 2 cette capacité qui est extraordinaire. Donc on se revoit dans 18 mois, on aura multiplié par 2 de l'extraordinaire. Et quand on se voit dans 36 mois, on aura multiplié par 4 de l'extraordinaire, etc. On va à une vitesse qui fait que d'ici 2020, tout est imaginable en termes de traçabilité. Et donc, celui qui veut, dans son périmètre, faire bouger une fiscalité par rapport à la question ressources, peut aujourd'hui faire de la traçabilité, peut faire de la comptabilité analytique, parce que c'est ça dont on a besoin, pour faire glisser la fiscalité qui pèse sur l'emploi vers la fiscalité ressources. Et je l'ai déjà dit, je le redis, je pense que dans 15 ans, peut-être même plus tôt, vous aurez des entreprises qui seront des entreprises de matière. Vous aurez l'entreprise Cadium, Zinc Corporation, Antimoine Co, etc., etc., et qui seront propriétaires de la matière et pourront la louer, se rémunérer à d'autres, la récupérer, la régénérer, la retransmettre, etc. Et qui, d'ailleurs, ça va poser quelques questions de ceux qui détiendront des matières stratégiques, détiendront peut-être une partie de l'économie mondiale entre leurs mains, ne vendront plus la matière. Et la traçabilité sera tout à fait et automatisée et performante grâce aux outils du numérique. Donc il y a ces négociations mondiales, mais je pense que les capacités aujourd'hui de traitement de création de l'information, de captation de l'information, de traitement de l'information permettent aussi des expérimentations. Merci beaucoup. Alors avant de faire une petite conclusion, Paul, qui a écouté, fait un grand SWOT de toutes vos interventions, va nous faire une conclusion sur l'ensemble de vos remarques. Et puis, à moins que vous ayez encore une toute dernière question à François-Michel ou à Stéphane, mais s'il n'y a plus de questions, de toute façon, il y a un petit pot encore, si vous le souhaitez, et au cours duquel on aura encore quelques instants pour discuter, peut-être plus en tête-à-tête avec François-Michel Lambert et puis Stéphane Morel, mais lui, il a un train un peu plus tôt. Il n'a pas de voiture, sa voiture électrique, elle n'est pas chargée, c'est ça? Pas encore chargée. So, Christian, inspired by Sede Duzeux,
and inspired by the conversation over the last 2 days, I've come up with some thoughts that to me summarize the key themes that have come through this conference, both in terms of their substantive importance, but also what we need to do more of and better. So here are my propositions for LC 6M. The first one, and this is communicating with the business community. I think we need to answer the question of motive. I didn't hear enough about motive. Why should I do this? Why should I use this? And I think we heard the arguments reasonably well, understanding the changing business context and material issues, driving innovation in design and so forth, strengthening value chain and management of that process and deepening stakeholder engagement and those other arguments. All of that adding value and competitiveness, yeah, in the current environment, the current economic environment, and the future more competitive environment. So that's point one. Point two, we have to promote more the model. Now, I think we heard a very clear case there to the question, what model should I use? I think ISO came through very clearly there as being the established, legitimate, credible, most widely used model, and the one that is an embracing framework that is compatible with other approaches being used. So the answer there to companies who want to hear this answer is that you're using the most recognized, accepted, and useful standard, and it helps you as a recognition as sector leaders and the architect of a new approach. By being in the inside, help define and drive in the new leadership the new approach. Point three, metrics. All businesses want to know what indicators they should use. Well, the answer to that, I think, is reasonably clear, and it came through here. Businesses, as I said yesterday, are increasingly using the concept of materiality in the sustainability context to better plot the landscape of issues and stakeholders that confront them, prioritize those issues, and then take policy decisions and integrate them in their management. Sound familiar? It is. It's very similar to ISO 14040. So there it is. You've got existing frameworks for doing this with some clear indicators, whether it's the ISO different standards around greenhouse gas reporting, WBCSD, or the GRI reporting framework. There are both internal and external comparability reasons for adopting a life cycle approach, and we need to make sure that as we adopt these indicators, we link back to motive, always reminding ourselves of the importance of answering that question, why would I do this? 4, management system. What management system will I use? Business leaders I hear all around the world are looking for that, and the clear answer here is I think that this approach is totally consistent with modern management systems that are used routinely around the world in supply chains, emerging software capacity, emerging technologies in that area give us the benefit and business value here is improved, indeed full internal control. Indeed, without this, you do not have full internal control and understanding of what you're doing. And fifthly there, monitoring. How will I know if it's working? Well, actually, we didn't hear enough about that. I think that there's limited international independent and objective analysis of how the different LCAs are working, how different competing claims are analyzed. I think that's a gap that we need to address. But internally, companies are now getting on top of this and using it to drive the basis for an improved supply chain performance and management. I've just realized, no, that's it. And our 6th one, money. That came through everywhere, particularly from the business folk here, and I think very rightly in Jean-Paul Vanter. How much will it cost me? Well, there I think we need to be honest. I think we have to say that with most things, most businesses, if they're honest, don't know how much something's going to cost them. You can put a figure against your communication strategy, you can put a figure against your business strategy, but always things come up, new competitors, something goes wrong, an accident. It's impossible to plot accurately. But what you can say is that if you use an approach
that gives you a better understanding of the material issues facing you as a company, and increasingly all of the issues addressed by life cycle thinking highlight those better for you as a company, then you're in a position with increased transparency, increased corporate resilience, and increased competitiveness. So they're the sort of arguments that I think we need to get out there more effectively to our friends in the business community, and our leaders in the business community need to use in those brief moments they have with their CEOs to get their CEOs to go further and faster and help support governments to go further and faster. Thank you very much. Merci Paul. Merci Paul. Et donc une petite conclusion très rapide. Je ne sais pas si Alice Salamon est là, mais j'ai découvert que de travailler sur l'analyse en cycle de vie, ça donnait des ampoules aux pieds, parce qu'elle a tellement couru à droite et à gauche pour faire que cette manifestation soit réussie, que ce soir, elle ne sait plus marcher. J'ai cru comprendre que... Voilà, alors vous avez, c'est pas un faire-part mortuaire, le vieux qu'on enterre et les jeunes qui prennent la place dans la dernière page du document, mais c'est l'équipe qui a réussi que cette manifestation et d'autres qui ne sont pas forcément directement sur cette photo ont fait que ce congrès et cette manifestation, avec bien sûr tous les autres partenaires qui ont participé, Marie qui a aussi beaucoup sué pour préparer sur le projet CAPEM et avec nos partenaires du projet européen CAPEM, donc la réussite de cette manifestation, ça fait 4 ans que l'on fait, on va encore le faire l'année prochaine à un rythme un petit peu moindre parce qu'on va surtout participer à LCM 2015 tel que ça vient d'être présenté. Je suis très surpris, et Paul, tu étais dans les premières manifestations, je n'imaginais pas, quand on a démarré le premier congrès, on parlait d'ACV et très technique, qu'on serait sur des mutations sociétales très fortes, et c'est les sujets, la vitesse à laquelle nous sommes dans cette évolution, cette compréhension et ces outils, et je vois aussi même les premières choses que tu nous présentais il y a quelques années, Stéphane, par rapport à ce que tu viens de dire ici, montre qu'on est parti sur une voie, et sur laquelle c'est parce qu'on est collectivement ensemble à y travailler qu'on va peut-être réussir à ouvrir un petit peu ce brouillard et donner un certain nombre de perspectives. Alors je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent. Et ce n'est pas simplement parce qu'ils nous financent, il y a le Conseil régional, il y a les gens de l'Europe, il y a les gens de l'État sur un certain nombre de ces manifestations, mais c'est aussi parce que on voit qu'à travers ce que vous nous apportez, à travers les témoignages que vous avez apportés venant des 25 pays, à travers aussi les interpellations que vous nous faites, vous permettez aussi d'être des contributeurs d'une nouvelle pensée pour des nouveaux modèles économiques. Merci beaucoup et je vous invite à ce qu'on se retrouve autour d'un petit pot.